Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il a été patient, il est avec nous ce matin, Frédéric Bérard. Salut! Salut, Frédéric. Je vous rassure, je ne vous parlerai pas de tempête. Ce matin, quoi qu'il y ait une tempête qui a soufflé assez fort sur Ottawa pendant 23 jours. C'est ce que j'allais dire. Ouais, le calme est revenu, mais ça a fait la manchette, pas seulement ici, sur la scène internationale, même que le convoi de la liberté a influencé d'autres mouvements ailleurs. Et fait plus rare, il y a des grands médias américains qui ont rapporté, qui analysent. Le Canada revient souvent dans des analyses, pas toujours une couverture très positive. C'est rare que le Canada fait parler de lui sur la scène internationale. Pourquoi cette fois-ci, ça a accroché? C'est une bonne question, ça, Frédéric. Moi, j'ai franchement l'impression, pour pas dire la certitude, que le style particulier a un convoi de camionneurs qui rappelle, pour ceux qui ont étudié l'histoire, certains mouvements pas très glorieux de l'histoire de l'humanité. On se rappellera que Pinochet, au Chili, avait lui-même bénéficié d'un convoi semblable. On se rappellera que Mussolini, en Italie, même chose à l'époque. Est-ce que les gens ont fait le lien entre un et l'autre? Probablement pas, mais reste que ça demeure un événement assez particulier, comme je l'expliquais. Et on a donc influencé, vous l'avez dit, d'autres mouvements, notamment en France, où on a tenté un peu la même chose. Il ne faut pas oublier que ça a été le phénomène inverse il y a de ça une couple d'années avec les gilets jaunes français, on s'en souvient. On avait eu nos propres gilets jaunes ici. Bon, on ne savait pas lever trop fort, mais quand même. Et en rapport à ce que vous disiez, vous avez raison, la couverture, moi ici, ne m'étonne pas. Parce que, une capitale nationale qui est paralysée par des camionneurs qui n'en veulent plus de la pandémie et qui mélangent toutes sortes de discours, des appels à la dénonciation de la dictature et trucs du genre, c'est nécessairement assez spécial, merci. Ce qui est dommage, par contre, c'est que ces médias qui devraient être rigoureux du fait de leur caractère traditionnel et classique, il y en a un sacré paquet qui l'ont échappé. On pense par exemple à Fox News, on pense aussi à d'autres médias français qui nous expliquaient là, que Trudeau était sur le point de s'évader du Canada, sur le point d'être renversé. Bref, ce sont des trucs un peu loufoques nécessairement qui auraient mérité une plus grande rigueur. Mais comment on explique ça, justement? Il y a l'histoire aussi de cette manifestante qui avait été piétinée par un cheval. Certains rapportaient qu'elle était morte, ce qui n'était pas du tout vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ces grands médias, tu mentionnais les médias en Europe, le New York Times aussi qui a erré. Pourquoi? Ils ont des journalistes rigoureux, ils l'ont échappé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on est en train d'assister, Frédéric, si vous parliez de Guy Laliberté, ou Julie en fait en parlait sur l'espèce de frontière entre le réel et le virtuel. J'ai l'impression qu'on assiste au même phénomène, mais entre le réel des médias traditionnels et le virtuel des réseaux sociaux, dans l'optique où l'espèce de maelstrom des deux fait en sorte qu'on ne sait plus trop qui dit vrai, et ceci augmente la marge d'erreur des médias traditionnels de manière assez phénoménale, particulièrement lorsqu'ils ne sont pas directement sur place. Donc, est-ce que ces médias sociaux viennent jouer un rôle spectaculaire dans notre conception de la démocratie, en abîmant très directement la liberté de presse, en attaquant la qualité des informations transmises? Franchement, je pense que je suis simplement en train de dire l'évidence, là, ici, très, très clairement. Et ce qui est franchement dommage, c'est que le socle d'une démocratie est fondé en partie sur un État de droit, mais aussi en partie sur une liberté de presse. Et quand on parle de liberté de presse, il faut que cette même presse soit rigoureuse. Or, dans le cas dont on vient de parler, franchement, on doit se rendre à l'évidence. La majorité, peut-être pas la majorité, mais une partie trop appréciable de médias traditionnels ont échappé le ballon, tout simplement, et laissé croire à une portion importante de la population mondiale que le Canada était dans un état de siège pour lequel il se remettrait probablement jamais. Parlant justement du travail des médias, c'est plus hasardeux, plus difficile sur le terrain, beaucoup de méfiance, d'opposition, même de violence à l'endroit des journalistes, des représentants des médias. C'est nouveau parce qu'avant, on voyait ça aux États-Unis, parfois en Europe, très peu ici au Canada et au Québec. Là, c'est une tangente qui est fort inquiétante. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis dans les médias, ni plus ni moins, peut-être un peu plus. Je n'ai jamais vu autant et la plupart des journalistes, on en parlait en vous et moi, là, vous diront exactement la même chose. Autant de hargne, autant de mépris, mais aussi autant de méfiance. En d'autres termes, pour une frange appréciable de la population, les médias traditionnels
ont adopté un narratif gouvernemental pour des raisons d'intérêt propre, ils sont corrompus, ne disent pas la vérité, cachent la vérité aux gens. Et ça, c'est un phénomène qui va en s'amplifiant. Ça n'a pas commencé avant hier, ça n'a pas commencé avec la pandémie, ça a commencé bien avant ça. Je pose la question souvent à mes étudiants, je leur dis, pensez-vous que Trump aurait été élu sans médias sociaux? Est-ce que ce gars-là aurait pu accéder au pouvoir sans l'entremise de Twitter? Je pense que poser la question, c'est y répondre. On a donc créé un univers parallèle à ce qui se passe en réalité. Et ça devient problématique parce que c'est ce même univers parallèle qui alimente cette haine, cette méfiance envers les médias traditionnels. Et là, c'est une attaque, on va se dire, absolument frontale. Un, en rapport à la liberté de presse, et deux, en rapport à la démocratie elle-même, parce que est-ce qu'on est capable de faire respecter nos institutions démocratiques s'il n'existe plus de lien rationnel? Il y a encore une portion trop importante de gens qui croient que Donald Trump a gagné la dernière campagne électorale présidentielle américaine. Donc, de ce fait-ci, ramener ça au Canada, c'est exactement le même mouvement qui est en train de se créer. Regardez, par exemple, dans les convois de camionneurs, le nombre de drapeaux américains, le nombre de pancartes Make America Great Again. Je veux dire, comment ça Make America Great Again? Si tu t'habites à Limoilou, là, il ne va rien se passer de Limoilou aux États-Unis, mais cette espèce de Trumpisme s'est implanté, s'est incrusté dans nombre d'esprits. Et pour ces gens-là, nous sommes, tout simplement, puis là je m'inclus là-dedans, nous sommes des ennemis à combattre, pour ne pas dire autre chose. Et franchement, c'est assez inquiétant parce que c'est la base même, en fait, du processus qui mène habituellement à une certaine forme de totalitarisme. Et je voulais vous entendre en terminant très rapidement sur la chronique de Paul Journet, justement, qui est en lien avec ça, le virus américain, où il mentionne, il raconte en début de texte que Tamara Lich, elle qui est une des co-organisatrices du convoi, devant le juge en Ontario, je ris parce que c'est le comble du ridicule, s'est appuyée, elle évoquait le premier amendement pour ses droits et libertés. Est-ce que tu as lu ce texte? Voilà, c'est ça. on est rendu 51e État américain, puis on me l'a pas dit. Et le juge lui a dit, que voulez-vous dire, le premier amendement? C'est quoi ça? Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs qu'il n'y a pas d'amendement ici. C'est pas la Constitution américaine. Il y a des amendements au Canada, mais ils sont tellement techniques et inintéressants que personne n'en a jamais entendu parler. Mais voyez, cette fusion, cette espèce de... Exactement ce que je viens de dire, j'avais pas lu Paul, mais cette espèce de fusion ou confusion des genres est assez inquiétante parce que ça, c'est la première ou la deuxième étape à l'intérieur d'un processus qui est franchement stressant, disons-le. Et je termine, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais avec une petite citation, Frédéric, vous me permettrez, d'Anna Arendt, qui est une grande penseur, c'est une juive allemande qui a fui vers les États-Unis. Elle a discuté des questions du totalitarisme et sa citation se lit comme suit. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Je vous dirais qu'on est pas mal rendu là. Rien à ajouter là-dessus. Frédéric Bérard, merci. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Salut tout le monde.